Chers amis, bonjour. Bienvenue à nouveau dans l'atrium du Palais de la Bourse de Bordeaux pour cette dernière séquence et ce dernier après-midi des URRH, Université du réseau des référents handicap de l'AGFIP. Pendant une demi-heure, on vous présentera une surprise. Cette première demi-heure va se diviser en deux séquences, deux talks. Vous savez que les talks sont des moments de respiration et d'inspiration. Nous aurons deux séquences qui sont un véritable manuel des castors juniors cet après-midi, puisque dans un premier temps, nous allons écouter la petite mue ou comment visibiliser l'invisible, puis juste après, Florian Tréchaud qui nous parlera de son parcours exceptionnel. Et sans attendre, j'appelle à me rejoindre sur scène Petite Mue. On l'applaudit très fort. On les applaudit. C'est bon. Bonjour à tous. Merci de venir nous écouter. Donc, on va commencer notre talk. Le 26 août 2021 a résonné cette phrase dans ma tête « Vous avez des lésions dans le cerveau ». Elle allait particulièrement changer le cours de ma journée, mais je ne savais pas encore qu'elle allait changer le cours de ma vie. Lésions dans le cerveau, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que je vais mourir? Perdre la tête? J'avais l'impression que mon cerveau était comme un gruyère. Mais après, quand on nous annonce une maladie ou un handicap ou quand on a un accident, comment on l'annonce à ses proches? Et toi, Alice, comment vas-tu me l'annoncer? Bonne question. Quelques jours plus tard, j'ai appris le nom de cette maladie qui est la sclérose en plaques. Je vous avoue ne pas avoir tout compris dès le premier jour. Donc, comment expliquer à quelqu'un quelque chose qu'on a du mal à comprendre soi-même? Je suis un peu larguée. Suis-je seule au monde? Tu es loin d'être la seule. L'annonce d'un handicap quand on est jeune, on en parle peu. Mais pourquoi? Peut-être que de l'extérieur et aux yeux du monde, être jeune veut dire être en forme et que vu que mon handicap ne se voit pas, on a l'impression qu'il n'existe pas. Malheureusement, il existe bel et bien et tu es loin d'être la seule. Avez-vous déjà entendu parler des handicaps invisibles? Pourquoi ne pas aller sur Internet? Tu vas forcément trouver de l'info, des témoignages ou des gens qui ont eu des parcours tels que le tien. J'ai cherché beaucoup d'informations sur Internet et notamment sur Instagram parce que je suivais beaucoup de médias. Il existe aujourd'hui beaucoup de médias, mais presque aucun sur le handicap invisible. Alors pourquoi nous, on ne le créerait pas? Je sais qu'en France, 80% des handicaps sont invisibles, c'est plus de 9 millions de personnes et pourtant on en parle peu. Nous nous sommes rencontrés il y a maintenant 3 ans. On a une amie en commun et Alice vivait avec elle. On sympathise très rapidement. Je passais souvent les voir à la coloc et je parlais de mes rêves, de mes projets, d'écrire un jour une bande dessinée sur tout ce qui se passe dans ma tête. Parce que je suis une grande lectrice, une grande fan de romans graphiques et de bande dessinée. Et c'est ce petit détail qui va être le moteur de notre projet. Quand j'ai appris la sclérose en plaques, donc comme je vous ai dit, j'ai cherché des informations que je n'ai pas trouvées. Alors j'ai décidé de créer un média qui parle de mon histoire, de nos histoires. Et c'est un média qui sensibilise au handicap invisible. J'ai tout de suite pensé à Naëlle parce que je savais qu'elle faisait de la BD et qu'elle arrivait à sensibiliser avec de la légèreté et de l'humour. Parce qu'il faut dédramatiser, parce que le silence est violent. Parce qu'on s'est rendu compte que quel que soit le domaine, que ce soit le handicap, la sexualité, la religion, l'ethnie, il y a une forme de jugement, de violence qui entoure ces sujets qui sont considérés comme tabous. Et le problème, c'est que l'être humain, il a tendance à avoir peur et à juger ce qu'il ne comprend pas. Mais pour comprendre, il faut l'informer. Donc, cofonder ce média était évident pour nous. On est toutes les deux touchées par un handicap invisible. On a toutes les deux envie de changer le regard sur le handicap. On va dans la même direction et c'est ce regard, notre regard,
qu'on veut apporter jusqu'aux entreprises. Mais vous allez nous dire, ça fait longtemps qu'on parle de handicap, en quoi on a une nouvelle vision et qu'est-ce qu'on apporte de nouveau en fait? Leur histoire, leur vécu, donner la parole à ceux qu'on n'écoute jamais, à ceux qu'on ne croit pas. C'est sortir du déni, écouter, s'informer et agir à son tour. Dans le somme de nos interviews, on entend. On m'a dit que c'était dans ma tête. Ça va, tu es jeune, tu devrais être en forme. Si tu es trop fatigué, tu n'as qu'à rester chez toi. Et n'oublions pas toutes ces phrases qu'on entend à la queue, quand on fait la queue à la caisse, quand on sort sa carte de mobilité inclusion. Donc Alice va vous faire passer le micro pour que vous puissiez partager des phrases qu'on nous a témoignées et que des vraies personnes ont entendues au cours de leur vie. Est-ce que c'est possible d'avoir les slides, s'il vous plaît? Merci. Ah non, seulement vous piquez les places de parking, pardon, mais il faut aussi vous laisser la place à la queue. Je l'ai bien fait ou pas? Tu as 2 bras, 2 jambes, tu es belle, tu peux pas être handicapée. Moi aussi, je peux m'acheter une canne pour me faire passer pour une handicapée et passer devant tous les autres. Pour se maquiller, on n'est pas fatigué, mais pour faire la queue, oui. Merci. Quand on entend tout ça, rendre visible l'invisible, c'est ce qui meut Petite Mue. Alors on sait très bien qu'on n'est pas médecin, psychologue ou neurologue. Nous sommes juste des personnes en situation de handicap qui essayons de vivre avec. Mais ce ne sont pas les médecins qui sont là au quotidien. On a besoin de rompre avec l'isolement social. Et quand la parole se libère, c'est beaucoup plus facile d'accepter son handicap. Et de le faire comprendre à notre entourage. On n'a jamais travaillé ensemble, mais on a fait un peu ce pari de se lancer ensemble dans cette aventure entrepreneuriale. On se rend très vite compte qu'on est complémentaires sur pas mal de points. Je suis plutôt optimiste, je me lève tôt le matin, je suis plus efficace le matin. Et voilà. Moi, je suis plutôt pessimiste. Je suis pas du tout du matin. Et j'ai tendance à vouloir poser les choses, prendre mon temps pour rendre des choses de qualité. Et c'est pour ça que notre duo s'est développé très naturellement. Et parce qu'on est à la fois complémentaires sur nos compétences et sur nos personnalités. On se fait confiance l'une l'autre et on écoute l'expertise de l'autre. On avance assez vite parce qu'on se fait confiance, on est souvent sur les mêmes directives et surtout on est toujours transparentes l'une envers l'autre. En fait, notre duo, je trouve que ça montre que ça fonctionne bien. On est toutes les deux en situation de handicap. C'est pas évident tous les jours, on a aussi nos failles. Et pourtant, on arrive à bien travailler et à faire avancer ce projet-là. C'est un duo béton qu'on a trouvé. En effet, de mon côté, je vais m'occuper de toute la partie relationnelle, de communiquer aussi avec notre communauté pour comprendre leurs envies et leurs besoins. Et moi, je vais m'occuper de toute la partie créative, de donner une forme et une image à nos idées pour capter notre auditoire. Et je m'occupe de tout le lien avec les entreprises. Et moi, je suis dans l'ombre à réaliser tous les supports de communication. Aujourd'hui, pourquoi sensibiliser pour lever les tabous, pour rompre l'isolement, pour augmenter la performance des employés. Petite Mue peut intervenir aujourd'hui dans les entreprises pour plusieurs raisons. La première, c'est que pour les personnes en situation de handicap, il est important de pouvoir déclarer ses RQTH, de se sentir en confiance et d'avoir ensuite des aménagements. Pour les collaborateurs, pour les proches, savoir comment en discuter, comment en parler. Et pour les personnes pas du tout concernées, pour permettre peut-être d'avoir une entreprise plus inclusive. Notre média et notre agence apportent une nouvelle vision du handicap et c'est cette vision qu'on veut amener jusqu'aux entreprises en sensibilisant via des ateliers, des conférences, mais aussi tout type de support de communication, allant de la vidéo à la bande dessinée. En gros, on veut rendre le handicap beaucoup moins chiant. Et merci beaucoup de nous avoir écoutés. Nous sommes Alice et Anaëlle, les cofondatrices de Petite Mue. N'hésitez pas à suivre Petite Mue sur Instagram et à nous contacter si besoin.
On a 3 minutes d'avance et pour des questions de logistique et de réalisation avec le système online, on ne peut pas démarrer le deuxième talk avant 15. Donc si vous avez une question à petite vue, c'est le moment ou jamais, chers amis. Ou si vous avez autre chose à rajouter, les filles. Bon, tu vois, ça s'est bien passé. Ça fait 4 jours qu'elle a la trouille. T'es contente? Oui, c'est perturbant ce que tu viens de faire. C'est l'apprentissage. Bon, écoute, eh ben ça tombe bien, pas de questions. Les casseurs juniors vont pouvoir rejoindre leur place. C'est un petit mot pour Véronique Bustrel, la reine du ragondin. Chers amis, vous pouvez rejoindre votre place. J'attends un jingle ou c'est pas la peine? On y va. Bon. Je suis très honoré de terminer cette séquence de talk avec Florian Trichot, qui va vous parler de son parcours personnel. Florian, c'est un peu... Ah, je ne peux pas le faire, bah, tu vas voir ce qui va se passer. Allons-y. Florian a 18 mois aujourd'hui. Il va falloir commencer à regarder pour les établissements spécialisés, vous savez. Il ne pourra jamais être un enfant comme les autres. Ça sera très certainement un poids pour vous toute sa vie. Je me souviendrai encore longtemps de cet événement, comme d'un traumatisme probablement, mais également comme la motivation de montrer que le diagnostic médical posé ne serait jamais ma réalité. Avec ma mère, on n'a pas accepté ça. On a changé d'ophtalmo, fait des rendez-vous, passé des tests pour mieux comprendre ma différence. Une aventure de 22 ans que je vais raconter aujourd'hui sur scène devant vous, avec mon insouciance de jeune enfant, ma persévérance de jeune homme que je suis et que je serai. Oui, le 6 juin 2000, j'apparais sur Terre. Pas très simple, des problématiques directement. Je pars en soins néonatales. C'est plutôt compliqué. Au bout de 6 mois, on pose un nom à mes 2 meilleurs potes, l'albinisme oculaire et un nystagmus congénital. Concrètement, je ne vois pas grand-chose, je suis dans un monde flou. Apprendre à vivre avec une différence, c'est pas facile tous les jours. Alors pour vous le raconter, rien de mieux que 2 exemples. Le premier, quand j'avais 4 ans. Une opération pour réduire un torticolis permanent dû à une acuité visuelle meilleure à mon œil gauche. Pour faire simple, l'opération était annoncée comme très douloureuse. Pourtant, rien de ça. À la sortie du bloc opératoire, je regarde ma mère et lui dis fièrement « Je n'ai pas mal, maman, ne t'inquiète pas ». Bon, une semaine après, petit problème, les poings sautent, j'ai du sang partout dans les yeux. Sur le chemin vers l'hôpital, je me dois de la rassurer parce qu'elle est très inquiète. Alors, je fais ce que je fais de mieux, je blague. Je lui raconte ma vie en rouge, avec du sang dans les yeux. La seconde histoire relève de la foi inconditionnée que j'avais envers mon orthoptiste. Oui, cet orthoptiste que j'ai rencontré quand j'avais 6 ans. Lors du premier rendez-vous, elle me conseille vivement d'ajouter des prismes à mes lunettes. Des prismes, c'est des loupes pour améliorer la vue. Problème, c'est pas fait pour moi. Les soucis s'enchaînent, les migraines ophtalmiques commencent, le mal de dos, jusqu'au jour où je n'arrive plus à marcher. Je me réveille un matin et je suis obligé de rester dans le noir pendant de nombreux jours, sans réellement comprendre ce qui se passe. Durant 4 ans, j'irai chez elle tous les mercredis
pour passer mes rendez-vous. Ma mère s'en rendra compte, réduira progressivement les prismes, sans me le dire, pour ne pas me perturber. Et puis un jour, nous avons décidé d'arrêter ces rendez-vous. Une certaine forme de délivrance. Et peut-être un message aussi. Parce qu'au final, durant ces 6 premières années de vie, on m'a donné beaucoup de méchanceté, mais également beaucoup d'amour. Alors j'ai décidé de le rendre en donnant beaucoup d'humeur et de joie. La vie de tous les jours, elle n'est pas forcément simple. Et pourtant, depuis petit, j'ai eu la chance d'aller à la crèche. Oui, la crèche. J'ai rencontré d'autres enfants, j'ai vécu avec les autres, qui eux n'avaient pas nécessairement de difficultés ou de différences. Pourtant, rien n'était fait après la maternelle. L'école primaire n'était pas assurée. Seulement voilà. Un beau matin, en me réveillant, ma mère m'annonce la nouvelle. « Florian, ton dossier est accepté. Tu peux intégrer l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles de Marseille, Arc-en-Ciel. » Waouh, incroyable. Je vais donc intégrer le collège des jeunes en milieu dit classique. Oui, j'ai bien dit classique, parce que l'ophtalmo est clair dans son bilan. Le parcours scolaire de Florian ne va pas être simple avec son handicap, très important. Pourtant, son intelligence peut permettre d'envisager un parcours dit classique. Alors là, la délivrance, l'opportunité de montrer que oui, c'est possible, je peux le faire moi aussi, je peux faire comme les autres. Alors j'y vais, je rentre en primaire et là je rencontre 2 personnes formidables, Hélène Jacob et Jocelyne Faure. La première, la directrice de l'école, et la seconde, ma maîtresse de CP. Ensemble, elles ont mis tout en œuvre pour que je me sente bien dans un milieu bienveillant pour pouvoir apprendre et comprendre comme les autres. Bien évidemment, l'accompagnement par Arc-en-Ciel était essentiel. Rien de mieux que de citer Viviane, Marlène et Valérie, mes 3 enseignantes spécialisées. La première, en CP, Viviane, m'a adapté chacun de mes documents pour me permettre à lire et à écrire. Mais aussi, elle m'a donné plein de conseils pour pouvoir m'en sortir comme les autres. Et puis, Marlène, elle m'a fait découvrir ça. Ce merveilleux outil qui maintenant crée un peu des distances entre les gens. Moi, c'était mon gadget à moi, ma manière à moi d'écrire plus vite que les autres et au final de m'en sortir comme tout le monde. J'ai appris à taper sur un clavier en moins de 2 semaines. Elle ne comprenait pas comment c'était possible, alors que pour moi, c'était logique. Sans ça, j'y arrivais pas, et avec ça, je faisais comme les autres. Et puis, la troisième, Valérie, elle, m'a accompagnée dans mon parcours scolaire, plus au niveau du lycée, et elle m'a accompagnée pour passer mes examens et faire mes dossiers pour une école d'ingénieur. Alors voilà, encore une fois, je peux vous le dire, on m'a beaucoup aidé, et moi, j'ai décidé de le rendre et de donner. Florian, attrape. J'ai combien de doigts? Bigleux, la top, l'aveugle. Tant de mots que j'ai connus quand j'étais petit. Oui, ces mots-là que d'autres enfants ont prononcés sans réellement se rendre compte de la portée qu'ils avaient. Et pourtant, ces mots-là, qu'est-ce que je pouvais dire? Je me disais qu'au final, j'avais quand même de la chance. Ma différence ne se voyait pas par rapport à d'autres quand j'allais à l'institut régional, ceux qui ne pouvaient s'exprimer, ne pouvaient marcher, ne pouvaient se déplacer. Et parfois, je me sentais même coupable qu'elle ne se voie pas et que je voulais absolument qu'elle se voie pour que les autres le comprennent. Les autres enfants comprennent en fait ce que je vivais. Seulement non. Au final, comment en vouloir à d'autres enfants? On a 6, 7, 8 ans. Personne ne nous a jamais parlé d'handicap avant. La seule chose qui leur fait parler d'handicap, c'est moi, un peu comme un cobaye. Mais bon, tout ça pour vous dire que ce n'est pas aux enfants que j'en voulais. Dans mon parcours, j'ai rencontré certaines personnes qui m'ont fait comprendre que je n'étais pas là où j'aurais dû être, notamment au collège, durant différentes étapes. Notamment un constat. Mon enseignant d'SVT, qui venait de remplacer l'enseignant traditionnel. Je sors mon PC, il me regarde et me dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Un peu interloqué, je lui explique, il me dit « Non,
Je ne me bats pas, je range mon ordinateur et passe le cours comme ça. Je vais le voir, lui explique, je pense qu'il a compris. Cours d'après, examen, je sors mon ordinateur, interdit. Alors je m'énerve, je pars, j'ai 0. Ensuite, une autre enseignante, mon enseignante de physique-chimie. Elle, carrément, c'était plus simple. Elle m'a dit le discours très classique. « Florian, tu n'arriveras à rien, tu n'iras jamais plus loin que le collège. De toute façon, je ne t'aide pas. » En effet, ma paillasse était à plus de 5 mètres du tableau. Laissez tomber, je n'arrivais à voir aucune équation chimique. Et puis, la dernière, mon enseignante principale, ma prof d'anglais. Elle, de la discrimination pure et dure. Aucun aménagement, elle me laissait me déplacer tout seul pour aller faire mes agrandissements parce que de toute façon, elle me le disait clairement, je ne le ferai pas. Alors voilà, j'ai décidé de me battre et conserver toute ma volonté. Et comment? Grâce à une personne, la psychologue. Oui, la psychologue qui m'accompagnait tout le temps. Alors je vous propose de faire un petit pas de côté. Oui, aller voir un psychologue, c'est essentiel. Il ne faut pas avoir peur. Oui, aller voir un psychologue, je vous le conseille et je le conseillerai à tout le monde. Et non, aller voir un psychologue, ce n'est pas être malade. Non, aller voir un psychologue, ce n'est pas mal. Au contraire. Avec cette psychologue, je racontais ma vie. Je lui disais, allez, là j'ai envie de partir, prendre mon sac et laisser tomber. De toute façon, personne ne me comprend ici. Alors, c'était mon idée, prendre mon sac, aller à la rencontre des gens, les découvrir et venir en aide aux autres à travers le monde. Parce que oui, à chaque fois je le répétais, j'ai la chance d'être dans mon pays. Et puis au final, cette voix venait dans ma tête et me disait, non, tu vas leur montrer que tu peux. Tu vas leur montrer ce qu'ils méritent et toi, tu vas t'en sortir. Non, ne les laisse pas avoir raison quand ils disent que tu ne peux pas y arriver. Alors je continue, j'arrive au lycée, je passe mon lycée, mais quel qu'encombre encore. Le corps enseignant ne comprend pas, mes collègues non plus. D'ailleurs, j'en ai plus aucun actuel. Et puis voilà, tout simplement parce qu'en fait, j'avais des bonnes notes. Un bon parcours scolaire qui fait qu'on ne se rendait pas vraiment compte que ne pas m'adapter mes cours, c'était un problème. Pour exemple, ma moyenne du bac. Durant toute ma scolarité au lycée, j'ai oscillé entre 11 et 13 de moyenne dans un public. Le jour du bac, pendant mes épreuves, j'avais toutes mes adaptations. Valérie à mes côtés pour m'accompagner. J'ai eu mon bac mention très bien. Autre exemple, mon prof d'histoire géo, d'euro-espagnol, qui me racontait que ma note qu'il me mettait tout au long de mon parcours valait ce que j'aurais au bac. En effet, 13 ou 14. Le jour où je suis allé le voir avec le 19 dans sa matière, il m'a regardé et m'a dit « En fait, Florian, c'est juste que j'ai compris comment tu fonctionnais. Te dire que tu ne peux pas, tu vas le montrer et tu vas faire le contraire. » Écoutez, vous en pensez ce que vous en pensez, j'en pense ce que j'en pense. On m'a donné, j'ai reçu, alors je donne. Et pourtant, ces années lycée, elles étaient dures. Mais j'ai réussi à m'en sortir grâce à une chose, l'engagement. Valérie m'a poussé à rejoindre la commission de vie collective de l'Institut régional des jeunes sourds et jeunes aveugles. Ce jour-là a marqué un tournant. Je suis devenu le représentant des élèves dans le milieu scolaire dit classique. 250 élèves à représenter, la lourde tâche, mais aussi accompagner leurs parents pour leur montrer que oui, un jeune avec un handicap, avec sa différence, il peut s'en sortir. Et pourtant, au quotidien, c'était pas forcément toujours simple. J'animais des temps pour parler de harcèlement avec d'autres enfants qui vivaient des moments très difficiles dans leurs écoles. Et sinon, j'allais aussi dans des moments un peu sportifs. Je me souviendrai encore longtemps de ce match de l'Euro 2016, France-Albanie au stade Vélodrome. Et oui, parce que moi, le sport, c'est un peu ma seconde vie. Parce que c'était là-dedans aussi où je me retrouvais. L'Olympique de Marseille a marqué un peu ma vie. Moi, j'ai commencé à faire du foot. J'y croyais. On m'avait dit que je ne pourrais pas, pourtant je le faisais. Bon, l'anecdote quand même, c'est que ma mère, elle me le dit encore, quand tu joues au foot, t'étais comme ça. Tu comprenais rien. C'est vrai, je voyais pas forcément beaucoup. Mais bon, je me suis battu et j'ai fait pas mal de sport. J'ai même réussi à faire du ping-pong, du tennis, du tir à l'arc. Bon, je le faisais, mais au moins je l'ai fait. Et ça, c'était ma fierté. Tout ça pour vous dire que j'ai rencontré des personnes formidables pendant ce parcours. Et moi, mon sport, c'était le handball, après avoir passé un temps dans la piscine, à la natation, qui m'a malheureusement marqué lors d'une compétition où j'ai pas vu la ligne de flottaison. Mon crâne a tapé le mur, je suis sorti de la piscine, les autres ados sont moqués de moi. Alors c'était fini. Puis j'ai trouvé mon bonheur dans le handball, comme je viens de vous dire, et j'ai monté un club de sport pour personnes en situation de handicap.
J'ai fait du handball fauteuil, de la sensibilisation au parasport. Puis, je suis arrivé dans le supérieur, mon école d'ingénieur qui m'a accueilli. Et là, c'était à plus de 350 km de chez moi. Alors, ça m'a quand même permis de me détacher, quitter mes engagements et en trouver d'autres. J'ai commencé par la présidence d'intégration, où j'ai accueilli d'autres élèves. Le kiff, on accueille d'autres jeunes, et moi, je peux blaguer sur le handicap. Il y en a, ils découvraient ce que ça voulait dire. Et les jeunes qui arrivaient dans la promo d'après, qui étaient porteurs d'une différence, venaient me voir en me disant qu'ils se sentaient accueillis, bien et entendus. Incroyable. Alors j'ai continué. J'ai décidé d'intégrer le bureau des élèves de mon école. Et puis ensuite, j'en ai pris la présidence. Événement marquant de mon mandat, le Covid. Bon, normalement, un bureau des élèves, ça fait de la fête. Eh bien, j'ai dû me réinventer et j'ai dû réinventer ça avec mes collègues. On a dû donner le sourire aux gens en distanciel, pas toujours simple. Et puis, un autre sujet est venu et a monté, la précarité étudiante. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Le jour du second confinement, nous avons décidé de libérer une partie de nos budgets pour acheter des denrées alimentaires. Et avec Thomas, mon colocataire du temps du confinement, nous avons livré des jeunes à vélo. C'est ainsi que nous avons commencé un peu nos engagements dans ce sens. J'ai été également au conseil d'administration de mon établissement et à ce titre, j'ai participé à un webinaire sur la résilience. J'ai rencontré des dirigeants d'entreprises, peut-être parmi les vôtres, qui ont eu la malheureuse idée de parler en privé juste avant, en disant qu'ils avaient prévu de mettre 3 palettes sur le stade du Loup à Gerland. Alors, j'ai saisi l'opportunité parce qu'avec Enzo, nous étions en train de travailler avec le Crous, tenter d'avoir des réponses du Crous pour organiser une collecte et une distribution de denrées alimentaires. L'opportunité folle est lancée, je l'annonce en direct, et le défi fou est parti. Nous allons faire une édition, 1500 paniers de fruits et légumes de 10 kilos pour les étudiants lyonnais. Sachez que la 3e édition aura lieu dans 2 jours. Et puis, cette édition-là aura été marquante, des dizaines et des dizaines d'heures de travail. Mais je ne me suis pas arrêté là, j'ai continué dans ce sens-là. 1000 paniers alimentaires encore de fruits et légumes pendant 6 semaines, distribués aux étudiants de mon école pour les accompagner dans ces moments difficiles. Car oui, s'engager, ce n'est pas forcément simple tous les jours. Et pourtant, j'ai trouvé ma vocation et ma passion. Et ça, c'est quelque chose dont je ne me lèverai jamais. À partir de là, c'était clair, je continuais. Et j'ai rencontré le Bureau national des élèves ingénieurs, qui est actuellement mon association, qui m'accueille chaleureusement en tant que président. Dans un premier temps, j'ai parlé principalement handicap lors de mon premier mandat, et puis maintenant, un second pour parler justement de ces enjeux-là. Tout ça pour vous dire que l'engagement m'a permis de trouver mon équilibre. Oui, cet équilibre qui me permet aujourd'hui d'être devant vous, au final, pour pouvoir m'exprimer et regarder ces personnes qui m'ont dit que je n'y arriverais pas, en leur disant tout simplement « merci ». Merci d'avoir pensé à ça et de m'avoir dit que je ne pourrais pas y arriver, parce que vous m'avez donné la force et la motivation de tout donner pour y arriver. Alors voilà, ce n'est pas forcément simple tous les jours, et je pense que si je pouvais terminer, ne serait-ce qu'en m'adressant à mon moi, quand il était petit, je le ferais tout simplement, en lui disant « Tu sais Florian, fais comme tu as fait, fais comme tu feras, et reste qui tu es. Apprends des gens que tu rencontreras et surtout, nourris-toi de chacun, de chaque instant, qu'il soit bon ou mauvais, mais sors-en encore plus grand. Et surtout, alors, continue à donner tout pour aider les gens autour de toi. Fais le bien et continue comme ça. Et tout ça, pour terminer, il me semble nécessaire de quand même dresser un petit hommage, parce que souvent, quand on parle de différence, de handicap et autres, actuellement encore, les aidants ne sont pas forcément mis sur le devant de la scène. Et c'est l'opportunité pour moi aujourd'hui de dire merci à ma maman. Oui, merci beaucoup d'avoir cru en moi et de ne pas avoir écouté les diagnostics médicaux, d'avoir cru et continuer à m'aider, m'accompagner et me donner la force qui fait que je suis aujourd'hui devant vous pour vous parler.
Florian Trichot. Merci Charles, merci. Merci beaucoup à tout le monde. Et continuez ce que vous faites. Continuez. On n'est pas beaucoup dans la salle, on n'est pas beaucoup peut-être en ligne, quelques milliers de personnes. Il faut qu'on continue. Le handicap, c'est une force. On l'a vu, la table ronde ce matin, l'innovation, c'est essentiel. Plein d'innovations sont venues par la différence, par les diversités. Continuons. Bon, je garde. Florian reste sur scène parce qu'il est là pour la conférence qui suit. Hugues, je te laisse la parole. Bravo Florian pour ce talk et effectivement Florian va rester avec nous puisqu'il va également participer à cette conférence d'un nouveau genre, si je puis dire, nouveau format puisque nous inaugurons aujourd'hui une forme de conférence avec un dessinateur qui malheureusement n'a pas pu être présent sur site avec nous ici à Bordeaux mais qui est en ligne et qui va croquer, voilà, Tommy dessine, alors là on voit Thibaut Hiverna, mais je vais y revenir tout de suite. Tommy dessine qui va donc croquer ces portraits de l'entreprise inclusive idéale que nous allons brosser ensemble. Alors, comment a été construite cette séquence justement un petit peu inédite? Un groupe de référents, parce que vous savez, nous sommes à l'université du réseau des référents handicap, donc il y a des ateliers, nous avons monté donc un groupe avec des référents handicap qui s'est réuni ce matin de façon très studieuse donc en atelier, différents types d'entreprises, donc un panel représentatif voilà, de l'ensemble des entreprises et brillamment animé par Solange Tessier qui est avec nous, Solange Tessier qui est de la délégation AGFIP Auvergne-Rhône-Alpes, on peut l'applaudir. Et Solange qui anime toute l'année donc le réseau des référents handicap en Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, on m'a dit que ce groupe était représentatif justement de l'ensemble des entreprises, mais pas tout à fait paritaire, parce que je crois qu'il y avait uniquement 2 hommes. Alors, est-ce à dire que ce sujet est un sujet féminin, ou bien que l'entreprise idéale est plutôt féminine? Je ne sais pas, mais on va voir ça tout de suite après. Alors, d'un côté, donc, on réunit un groupe de référents handicap, c'est normal, on est à l'université du réseau des référents handicap, et parallèlement, ce matin, on réunit aussi un groupe de personnes en situation de handicap, là aussi représentatifs, différentes typologies de handicap, des étudiants, des demandeurs d'emploi et des salariés. Et c'est Natacha Fellous, Natacha qui est journaliste d'entreprise, qui nous accompagne d'ailleurs, j'en profite pour le dire également, sur l'animation du comité scientifique de l'université, et c'est Natacha qui va restituer les travaux de ce groupe. Alors, qu'est-ce qu'on va faire tous ensemble? Donc, 2 groupes qui ont travaillé sur des critères, voilà, qu'est-ce que c'est pour eux, finalement, à quoi doit ressembler cette entreprise idéale inclusive. On va croiser donc ces regards. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir d'un côté les professionnels, les acteurs qui font vivre le sujet du handicap dans l'entreprise, et de l'autre, le regard des bénéficiaires. Nous avions fait le pari, en construisant cette conférence, que, évidemment, ces 2 images n'allaient pas être totalement identiques. Donc l'intérêt, évidemment, c'est de croiser ces images, croiser ces regards,
de prendre en compte l'expérience de l'usager ou du bénéficiaire, c'est important. Ça doit aussi évidemment nous interroger, nous réinterroger, nous qui construisons des politiques handicap avec les entreprises. Et donc, est-ce que finalement nous avons le bon niveau de réponse, puisque s'il y a deux focales différentes, je crois qu'on a une approche plutôt institutionnelle d'un côté et peut-être une approche vraiment très orientée vers le besoin et la prise en compte de la singularité de l'autre côté. Donc on va essayer de créer des ponts entre ces deux visions de l'entreprise, et c'est peut-être ça finalement, fabriquer l'entreprise idéale. Et puis, pendant que nous parlons, Tommy dessine, voilà, vous voyez à l'écran, va croquer ces portraits. Et alors, pour commenter ces portraits, eh bien, je remercie donc Florian d'être resté. Alors, je ne vous présente pas, puisque évidemment, il vient de se présenter. Donc, voilà, vous savez presque toute sa vie, mais surtout qu'il est, voilà, qu'il est un étudiant très engagé et très impliqué, puis surtout qu'il a envie vraiment de porter le sujet du handicap. À côté de Florian, donc Benoît Clocheret, qui est le PDG d'Artelia, que je remercie donc d'avoir accepté de participer à cette conférence. Et puis, malheureusement, il n'a pas pu nous rejoindre en direct ici à Bordeaux, mais nous sommes également avec Thibaut Hiverna, qui est le président du groupe Stérimed et qui est également président de la commission handicap du METI, le METI étant le mouvement des entreprises de taille intermédiaire. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, je vais donner la parole à Solange. D'abord, Solange, un petit mot, comment ça s'est passé ce matin, une petite note d'ambiance, et puis ensuite, évidemment, à quoi ressemble l'entreprise idéale vue par les référents handicap. Eh bien, comment ça s'est passé? On a accueilli des référents handicap qui étaient très motivés et qui avaient très envie de s'investir sur ce sujet et de réfléchir ensemble à cette entreprise idéale. Ce sont des référents handicap qui ont pu partager leur vision de cette entreprise idéale, de confronter aussi leur façon de voir les choses. Et ils ont pu également, et ça c'est vraiment important pour eux, ils ont pu aussi être confortés dans les actions qu'ils menaient, parce que, bah, oui, bien sûr, dans les actions que mènent nos référents handicap, il y a des actions qui appartiennent à cette entreprise idéale. Et voilà, donc je pense que ça leur a fait du bien aussi de se dire, tiens, il y a quand même quelques critères, quelques cases que l'on coche dans notre entreprise, même si on n'a personne. À la fin, on leur a demandé s'ils travaillaient dans cette entreprise idéale. Bon, personne n'a levé la main. Il y a encore une petite marge de progrès. Puis ils ont pu mutualiser aussi leurs idées et également s'inspirer sur justement quels objectifs supplémentaires se fixer, comment aller plus loin et comment se rapprocher de cette entreprise idéale. Voilà, pour la note d'ambiance. Des échanges riches qu'on avait même du mal à parfois arrêter, hein, parce qu'on travaillait dans un temps restreint. Et voilà, donc ils étaient très comme investis. ça, hein, les ateliers du RRH, oui. Voilà, l'intelligence collective, et puis on s'exprime et on a du mal à arrêter. Mais on a réussi quand même, et tu vas nous le dévoiler, à produire des critères. Tout à fait. Donc en fait, on a commencé dans un premier temps par les amener à donner des idées de manière à faire ressortir des grandes thématiques pour pouvoir organiser les idées. Et donc la première grande thématique qui est ressortie chez les référents handicap, c'est donc la stratégie d'entreprise. Donc une stratégie d'entreprise, alors une entreprise qui est engagée dans la RSE et dans la diversité et dont la direction porte le sujet du handicap et l'intègre dans le dialogue social. Voilà, ça c'est une première idée qu'on pourrait afficher d'ailleurs, normalement c'est prévu. Ouais, super, merci. Donc voilà, c'est un premier critère de stratégie d'entreprise. Et puis, l'entreprise idéale, c'est une entreprise dont la direction est engagée et qui formalise sa politique handicap. Alors, soit dans le cadre d'un accord, soit dans le cadre d'une convention avec l'AGFIP, par exemple. Mais il y a une formalisation de cette politique. Et puis, c'est une entreprise aussi qui s'investit dans sa marque employeur, qui déploie donc une marque employeur très forte, aussi bien en interne qu'en externe, et qui implique également les salariés
pour valoriser cette marque employeur. Et puis, dernier critère là, de cette idée de stratégie d'entreprise, c'est une entreprise qui mesure et qui publie ses objectifs et ses résultats et qui met en place des indicateurs de suivi. Voilà pour la thématique stratégie. Autre thématique qui est ressortie, c'est le management inclusif. Donc là, en fait, eh bien, l'entreprise idéale, c'est une entreprise qui forme et qui sensibilise tous ses collaborateurs pour justement favoriser le management inclusif et lutter contre les préjugés, contre les stéréotypes et contre les discriminations, les biais cognitifs. C'est également une entreprise qui identifie et fait connaître les personnes ressources, comme le référent handicap, comme le médecin du travail, comme l'assistante sociale, comme également les ressources humaines. C'est une entreprise qui donne du temps à l'ensemble de ses collaborateurs, alors aux managers pour qu'ils puissent échanger entre eux et partager leurs pratiques, leurs bonnes pratiques, mais aussi entre les managers et les collaborateurs sur les expériences vécues, mais aussi sur les difficultés avec du coaching ou du co-développement, par exemple. C'est également donc une entreprise qui se donne du temps pour les échanges entre les collaborateurs et qui est à l'écoute du temps pour pouvoir bien écouter les collaborateurs en situation de handicap, être à l'écoute de leurs besoins, à la fois individuellement, mais aussi de manière collective. Et puis, c'est une entreprise qui accompagne et qui suit également ses managers. Voilà, et puis la thématique de l'accessibilité également est ressortie. Alors avec une entreprise qui crée un environnement capacitant, qui va anticiper tous les aménagements nécessaires pour rendre accessible son environnement, ses locaux, les rendre accessibles au handicap. C'est aménager les postes de travail en intégrant les principes d'ergonomie à titre préventif dans un coût raisonnable. Et c'est rendre accessible également toute la communication en interne, mais aussi en externe. Peut-être, si je peux me permettre, c'est de préciser qu'en fait, on a dû amener nos participants à prioriser leurs critères, ce qui explique qu'il y a des thématiques qui sont ressorties pendant l'atelier, mais qui n'ont pas forcément été vraiment priorisées par nos participants. Les critères qui sont présentés là, ce sont des critères qui permettent de décrire l'entreprise idéale, qui sont indispensables à l'entreprise idéale. Par contre, l'entreprise idéale ne se résume pas à ces critères-là. Alors, on va voir maintenant ce que ça donne du côté des personnes. Là, on a vu une approche stratégique, un management inclusif, des choses autour de l'accessibilité. Alors, qu'est-ce qu'il en est maintenant avec le groupe des personnes, Natacha ? Le groupe des personnes en situation de handicap, différents handicaps, aussi bien moteur que mental. Tout de suite, en tout cas moi, ce que j'ai ressenti, c'est une approche qui est très sur la relation humaine, qui est sur le regard qui est porté au handicap et sur l'interaction avec l'ensemble des autres collègues et collaborateurs. Donc si effectivement, là on le voit tout de suite, la différence entre ce premier groupe de référents qui est plus stratégique, on va dire, et qui affiche, ce groupe qui a été extrêmement fructueux. Je tiens à dire que vraiment, ils se sont... Alors au début, il y avait un petit silence comme ça, on se regarde. Et puis c'est parti avec une rapidité, beaucoup d'idées, beaucoup de suggestions, même pensées au-delà, au-delà en disant mais on pourrait aussi imaginer. Donc on était vraiment sur tous les champs des possibles. Et puis avec aussi une notion du handicap au pluriel, c'est-à-dire il n'y a pas évidemment qu'un handicap et l'entreprise doit aussi le comprendre quand elle aborde son collaborateur avec une personnalisation, une approche qui prenne en compte les spécificités du handicap. 4 thématiques ont été dégagées, les 4 principales, encore une fois, il y a eu vote. Sans surprise, les valeurs de l'entreprise, ça c'est indispensable pour les personnes qui ont travaillé ce matin.
ça doit d'abord venir dans le cœur et dans la tête, hein, si je peux résumer les choses, avec cette non-discrimination qui serait de dire il faut de la mixité hein, entre les valides et les personnes en situation de handicap qui doivent avoir accès évidemment au même métier. Le droit à l'erreur et la capacité à recommencer en mieux. On en parle beaucoup hein, dans l'innovation, dans le handicap aussi, c'est-à-dire se dire on met en place un dispositif, c'est pas grave s'il ne marche pas, il ne suffit pas de s'arrêter là, mais d'avoir une amélioration continue et bien sûr l'écoute et la simplicité dans les relations. En termes d'organisation, et là on rejoint, Solange, le groupe que tu as animé, bien sûr, hein, des temps de travail qui sont personnalisés et encore une fois en prenant en compte les spécificités du handicap. Il y a aussi cette notion qui était très intéressante, qui était de dire, et on l'a entendu à plusieurs reprises, on peut donner beaucoup plus si on travaille en groupe, par exemple, parce qu'on se sent plus à l'aise au regard de notre handicap. L'inverse est vrai aussi. Donc il y a cette notion que l'autre est aussi un levier pour pouvoir donner aussi le meilleur de soi. L'entreprise doit anticiper et se re-questionner. On revient un petit peu à cette notion de droit à l'erreur. Et bien sûr, la connaissance de partenaires spécialisés pour pouvoir prendre appui, pour pouvoir être orienté. L'accessibilité, ça n'échappe à personne, hein, bien sûr, c'est extrêmement important, avec une approche là aussi très pragmatique, et Florian ne sera pas étonné. Bien sûr qu'il faut de l'accessibilité dans l'entreprise, mais si on n'arrive pas jusqu'à l'entreprise parce que la rue où est située l'entreprise n'est pas accessible, il n'y a pas d'accessibilité dans l'entreprise. Donc cette notion d'environnement proche de l'entreprise a été signalée. Et puis, cette sensibilisation du collectif, on revient toujours hein, à cette notion de relations humaines, d'explication, de pédagogie, avec se connaître au-delà du handicap, car vous le voyez, hein, le handicap, en tout cas pour ceux qui ont participé, ça transmet la peur, ça peut créer des préjugés, c'est générateur de préjugés aussi, et donc se connaître les uns et les autres au-delà de ça, avec des temps d'échange, avec des temps de convivialité, et donc se connaître aussi hormis le handicap, hein, bien sûr, hein, selon ses compétences, selon ses talents. Et bien sûr, la sensibilisation régulière à tous les types de handicap. Et c'était marrant cette remarque, hein, même pour les personnes handicapées qui elles-mêmes ne connaissent pas toutes les spécificités des handicaps. Et bien sûr, on a évoqué la notion de père aidant et également de l'utilité que des personnes en situation de handicap aient le statut de référent. Merci. Alors effectivement, c'est pas tout à fait la même image, mais il y a quand même des choses qui se rejoignent. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément dit de la même manière, mais on voit bien qu'il y a des choses qui convergent. Alors je vais me tourner d'abord vers Benoît Clocheret. Artelia, donc c'est une entreprise qui fait de la prestation intellectuelle, de l'ingénierie. Vous êtes 7500 collaborateurs, 4000 en France, je crois. Vous portez une politique handicap. Je crois que vous êtes une entreprise sous accord, qui a un livre blanc sur le sujet également. Donc, alors, par rapport à ce qui vient de se dire, là, vous vous retrouvez plutôt dans le groupe des référents, plutôt dans le groupe des personnes, peut-être un peu dans les deux. Qu'est-ce que ça vous évoque ? D'abord, je voulais vous dire que ce n'est pas très facile de parler après Alice, Anaël et Florian. Vous savez, quand on dirige une entreprise, on travaille beaucoup avec sa tête. Et en tout cas, ça donne envie de réfléchir avec son cœur et de parler avec son cœur cet après-midi. Et puis, je pense aussi aux tensions sociales qui animent notre pays en ce moment, pas loin d'ici d'ailleurs. Et puis, ça fait vraiment plaisir d'être au milieu de vous, parce que voilà, je crois détecter dans chacune et chacun d'entre vous l'envie d'aller chercher un supplément d'humanité au travers des sujets dont on parle aujourd'hui et qui vous animent et qui nous animent aussi chez Artelia. Donc voilà, c'est un petit peu l'émotion que je ressens avant de commencer à m'exprimer auprès de vous. Je pense que c'était important aussi à le dire, peut-être que vous le sentez d'ailleurs dans ma voix. Sinon, je pense que ça commence par le début.
C'est-à-dire que, évidemment, j'aurais probablement commencé à parler comme vous, du point de vue de l'entreprise. Nous sommes effectivement une société de prestation intellectuelle et on a travaillé il y a quelques années sur la raison d'être de l'entreprise. Et la raison d'être d'Artelia, c'est concevoir des solutions pour une vie positive. Alors évidemment, on n'a pas commencé par le sujet du handicap, mais ce que l'on voulait exprimer, c'était que dans notre métier qui est de mener des études, la conception d'infrastructures, de bâtiments, d'installations industrielles, et puis leur suivi dans leur construction, on cherche non seulement à satisfaire des clients, mais on cherche au-delà à avoir une empreinte, un impact positif sur la société et sur le monde. Et cet impact, j'ai envie de dire, il commence d'abord dans l'entreprise, c'est-à-dire auprès de nos collaborateurs, et quels qu'ils soient. Donc ce sujet de l'inclusion, ce sujet notamment sur les aspects de handicap, il est dans l'ADN, il est dans les racines d'Artelia. Et d'ailleurs, ça s'est manifesté par le fait que vous mentionnez qu'on était sous accord. Donc effectivement, ça fait plus de 15 ans qu'on a un accord. Ça a débuté en 2006, puis on l'a renouvelé en 2012, en 2019. On est dans le cadre d'un accord quinquennal. Et puis, voilà, donc ça c'est l'aspect, la raison d'être, c'est l'accord. Et puis, c'est l'aspect aussi, l'engagement des dirigeants d'entreprise. Quand on dirige l'entreprise, on a beaucoup de choses à s'occuper. Mais vous savez, nous, on est une entreprise de prestation intellectuelle, donc il n'y a rien d'autre que les hommes et les femmes de l'entreprise. Et cette capacité à avoir un management le plus inclusif possible, c'est-à-dire prendre les personnes dans leur individualité, être capable d'adapter. Voilà, ça peut être jusqu'à leur poste de travail, leurs horaires de travail, d'une part, mais en même temps travailler beaucoup le collectif, parce que ce sujet-là, ce n'est pas que des histoires d'individualité. Et nous, on voit bien que, parce que ce n'est pas facile non plus tous les jours, quand on est face à des situations de handicap, il faut non seulement s'occuper des personnes, mais il faut aussi s'occuper de leur environnement et faire en sorte que, voilà, on trouve une situation où les gens soient tous suffisamment à l'aise, les personnes en situation de handicap, mais aussi toutes les autres qui sont amenées à travailler avec elles. Donc voilà, c'est un mélange de tout ça que l'on cherche à mener pas à pas. Et puis si je termine par un petit élément personnel, c'était moins par rapport au handicap, mais je crois que c'était, je ne sais plus si c'est Alice ou Annelle qui le disait tout à l'heure. En fait, la première chose, c'est quand on a peur et qu'on connaît, enfin quand on ne connaît pas, on a peur, et quand on ne connaît pas, on a peur, donc on a peur déjà de mal se comporter, puis on ne sait pas très bien quoi faire, puis on est paralysé. Et moi, je ne l'ai pas ressenti au début par le handicap, mais j'ai vraiment senti ce besoin de management inclusif il y a une quinzaine d'années, parce que j'ai eu la chance de vivre quelques années aux États-Unis. Et aux États-Unis, vous le voyez, cette différence de culture, cette différence de race, l'attention qui était jetée au début des années 2000, attention au genre, évidemment, les couleurs de peau comptent beaucoup aux États-Unis. Et pour moi, c'était une révélation, parce que en France, on vit dans une société certes multiculturelle, mais pas du tout à la manière des États-Unis. Ce n'est pas aussi profond dans l'histoire des pays. Et voilà, ça m'a fait beaucoup progresser, beaucoup apprendre. Au début, il y a des choses qui me paraissaient complètement surréalistes. Et puis petit à petit, j'ai appris, j'ai compris que c'était un effort, c'est un effort personnel. C'était aussi le rôle de l'entreprise, le rôle de la société, le rôle de la réglementation de pousser à cela, pour que chacun avance vers plus d'ouverture, plus de compréhension et à la fin plus d'inclusion. Alors on parlait d'une direction engagée, vous êtes donc personnellement engagé sur le sujet. C'est vrai que nous, à la GFIP, quand on accompagne les entreprises, quand on démarre, la première chose qu'on dit, voilà, il faut que le sujet soit porté au plus haut niveau. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis pleinement d'accord avec ça. C'est vrai dans beaucoup de sujets. Maintenant, vous savez, je vous parle avec beaucoup d'humilité et de simplicité. D'ailleurs, on parlait des valeurs. La simplicité est une des 5 valeurs d'Artelia. Donc, ça rompt d'ailleurs un petit peu avec la solennité des lieux. J'ai l'impression de parler très simplement dans un lieu extrêmement magnifique et solennel. Mais voilà, oui, parce que, vous savez, il y a... Je vous disais, on parle avec son cœur, on parle avec sa tête. Il y a beaucoup de sujets qui vous amènent à parler avec votre tête. Et puis, sur ces sujets-là, on se rend compte qu'on est tous face à notre humanité, à nos limites, à nos incompréhensions, à nos défauts, à nos biais, à nos stéréotypes. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a mis l'accent ces derniers mois, et on l'a publié au travers de ce que vous exprimiez à l'instant. Là, on a sorti un livre diversité et inclusion, pas juste pour exprimer la politique de l'entreprise, mais juste déjà pour essayer de sensibiliser et faire comprendre ce qu'est un stéréotype, ce qu'est un biais, parce que ça commence par cette prise de conscience, je pense que vous le savez tous aussi bien que moi.
Mais ce n'est pas si évident. Et c'est même aujourd'hui, ce n'est pas si évident dans les entreprises de faire accepter et comprendre ça. Donc, on avait sur l'accessibilité, la communication interne, donc ça veut dire que cette thématique du handicap, chez vous, en matière de communication interne, elle est présente. Elle est présente depuis de nombreuses années. On a un certain nombre d'efforts tout au long de l'année, mais particulièrement aussi, on profite de la semaine européenne du handicap pour mener des opérations de sensibilisation et d'information à l'intérieur de l'entreprise. Et puis, je vous parlais de notre accord. Notre accord, il est essentiellement orienté dans deux dimensions, qui sont le recrutement et le maintien dans l'emploi. Donc, sur le maintien dans l'emploi, je reviens sur ce que vous disiez à l'instant. On a fait beaucoup de travaux sur l'adaptation des postes de travail, par le fait aussi de faire venir dans l'entreprise ce dialogue qui peut exister entre le médecin, l'assistante sociale, évidemment la personne concernée, son entourage, et que tout ce dialogue, tous ces échanges, ils aient lieu dans l'entreprise, pas à l'extérieur de l'entreprise, pour que, voilà, c'est aussi au travers de ces dialogues que cette culture d'ouverture, de compréhension et d'accueil des situations différentes se fait. Et puis ensuite, dans le domaine du recrutement, je pense qu'il y a aussi un aspect très important qui est que nous, les personnes en situation de handicap, on veut leur offrir les mêmes postes que les autres. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas à embaucher telle personne pour un petit peu alimenter le cadre autour des fonctions essentielles de l'entreprise, mais on embauche des ingénieurs, des techniciens, peut-être un jour Florian, sur des postes qui sont des postes d'ingénieurs pour faire de la modélisation numérique, ou pour être, j'ai en tête un exemple, on a un de nos ingénieurs qui est à Aix-en-Provence, qui est sourd profond, et avec qui on a mis en place tout un dispositif, y compris de plateforme Tadeo, qui l'aide dans toutes ses interactions. Il va sur les chantiers pour intervenir, faire ses missions de supervision de chantier en présence des clients. Alors évidemment, c'est du travail, c'est de l'investissement, mais c'est extrêmement fort. Et c'est ça qui fait que, voilà, au fond de vous-même, vous dites, on a vraiment agi au cœur de notre entreprise et pas à la périphérie de notre entreprise. Et voilà, c'est quelque chose auquel nous sommes très attachés. Il y a une mission handicap chez vous qui est au service, entre guillemets, des collaborateurs. Oui, nous avons une mission, une référente handicap qui est là à mes côtés, et puis une petite équipe aussi autour d'elle. C'est aussi pour ça que l'accord que nous avons et la relation avec l'AGFIP est pour nous très importante. Comme je vous disais, c'est une histoire de 15 ans, c'est une histoire de confiance, c'est aussi une histoire de dialogue. Le dialogue, il va aussi vers le dialogue avec les partenaires sociaux qui sont très engagés à nos côtés, qui nous assistent, qui nous encouragent. Et si je peux me permettre prendre une petite trajectoire politique sur ces sujets-là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans notre accord qui court de 2019 jusqu'à la fin de l'année 2023. Donc nous sommes dans une période où nous allons, voilà, notre objectif de court terme, c'est de pouvoir renouveler cet accord pour une période triennale jusqu'à fin 2026. Et on sait bien que c'est la date butoir ultime. Et voilà, on a plusieurs objectifs derrière choses. D'abord, il y a la méthode, c'est-à-dire qu'en vue de ce renouvellement, on veut évidemment comprendre ce que l'on a fait de bien, ce qui a été un succès, ce qui a été moins réussi. Et on va mener sur la deuxième partie de l'année 2023 une consultation de l'ensemble des salariés en France pour voilà, un petit peu les sonder et prendre le pouls de ce qu'ils estiment être le niveau d'engagement d'Artelia, ce que l'on a réussi à mettre en place, recueillir des suggestions pour nous aider à forger l'accord triennal qui suivra. Et puis on sait que évidemment ça va prendre fin compte tenu des évolutions réglementaires. Et si je veux être très franc et direct avec vous, je peux vous dire qu'on est extrêmement déçus que les choses aient pris cette tournure-là. Alors il y a certainement moi je vois ça d'un petit peu loin, mais cette déception, finalement, c'est comme quand on est face à une difficulté. Alors c'est une petite difficulté par rapport à d'autres qui ont été évoquées aujourd'hui, mais finalement de toutes ces difficultés, il faut en faire une opportunité, il faut en faire une chance. Et on se dit que pendant les 3 ou 4 prochaines années, il va falloir inventer une certaine forme de nouveau partenariat avec la GFIP
de voir comment on peut maintenir ce qui aujourd'hui fait la force de notre accord, c'est-à-dire de la souplesse, de la réactivité, de la confiance qui s'est établie année après année. Comment on ne perd pas tout ça, comment on ne passe pas plus d'énergie à faire de la bureaucratie qu'à s'occuper des sujets des personnes et des personnes qui contribuent véritablement au cœur de l'activité de l'entreprise. Donc on est très concentré sur ce sujet-là. On a une petite dose d'inquiétude, mais finalement cette inquiétude, il faut la mettre au service de la volonté de trouver des solutions. Alors ne soyez pas inquiets. L'AGFIP est là pour vous accompagner. Voilà. Bon. On va accompagner évidemment les entreprises. Je prends note. Alors vous, c'est pas tout de suite, mais on va accompagner les entreprises qui vont sortir des accords, évidemment, puisque c'est un sujet, des accords agréés, et puis faire en sorte que justement leur donner les moyens, les outiller pour qu'elles s'approprient l'offre AGFIP, puisqu'elles vont désormais travailler avec l'AGFIP. L'idée, l'enjeu, c'est bien entendu que tout ce qui a été mis en place et tout ce que vous venez de nous présenter, évidemment, soit pérennisé et développé. Alors, de façon en utilisant justement les services de l'AGFIP, donc peut-être en fonctionnant un petit peu différemment, mais bien entendu en maintenant le même niveau d'engagement. Et là, en ce qui vous concerne, je pense que nous ne sommes pas inquiets. Donc les équipes de l'AGFIP sur les territoires, et elles sont dignement représentées. Ravi de travailler avec votre référente handicap, Carole. Voilà, qui est bienvenue évidemment au réseau des référents handicap si elle n'en est pas déjà partie prenante. Je voulais aussi rajouter un petit mot, parce qu'on est dans un contexte très français dans notre assemblée aujourd'hui. Et comme vous pouvez l'imaginer, dans une entreprise comme Artelia, on a près de la moitié de nos collaborateurs qui vivent et travaillent hors de France, en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, au Mexique aussi. Et il y a aussi cette dimension à prendre en compte. C'est-à-dire on est comment, la France? Parce que bon, on aime bien regarder ce qui se passe en France et se comparer. Alors on est comment? Je n'ai pas exactement toutes les réponses à ça, mais bon, je voyage quand même un petit peu. Et en fait, je pense que il y a en Europe, il y a une appréciation, une appréhension des sujets qui est assez similaire. En revanche, il y a d'autres parties du monde où effectivement on n'est pas du tout dans les mêmes dimensions et dans la même compréhension et encore malheureusement à certains endroits dans soit du déni, soit des comportements inappropriés. Alors effectivement, tous les pays du monde n'ont pas non plus les mêmes moyens financiers. Voilà, donc on pourrait certainement disserter pendant des jours. Mais là aussi, une entreprise comme la nôtre, moi je considère qu'on est une entreprise, même si on a une dimension mondiale, on a des racines européennes, on a des fortes racines françaises, et qu'à la fois il faut comprendre et s'adapter aux pays, aux us et coutumes, aux cultures des pays dans lesquels on travaille, mais il faut aussi être convaincu qu'on a un message, une certaine forme d'universalisme sur la manière dont on conçoit les relations entre les personnes et la manière dont on travaille ensemble, la façon dont on considère les femmes, la façon dont on considère les personnes en situation de handicap. Et je pense que même c'est un facteur d'attractivité. Ça, on le mesure déjà dans la manière de manager. On parlait de management inclusif. Je pense que derrière, il y a aussi, ne serait-ce que la manière dont on manage et la façon dont on considère la parole des collaborateurs par rapport à la manière dont on dirige, la manière dont on prend les décisions. Donc il y a énormément de dimensions dans tout cela. Mais c'est un très beau challenge et je pense qu'on peut être fier d'être en France, d'être en Europe et de considérer que tous les efforts qui sont déployés pour mettre en œuvre et faire en sorte que toute personne qui a un handicap, qu'il soit visible ou invisible, la fierté qu'on doit avoir et notre mission, c'est aussi de faire en sorte que dans les pays où ce n'est pas le cas, on puisse ouvrir la voie, montrer que c'est possible, que ce n'est pas une prérogative de pays riches ou de pays occidentaux ou de telle ou telle histoire religieuse. C'est possible pour le monde entier. Il faut juste s'y mettre, aller pas à pas, aller chercher les gens dans leur humanité et les faire travailler ensemble pour trouver des solutions. Donc c'est facile à dire, c'est un peu plus compliqué à mettre en œuvre, mais voilà, je considère que ça fait aussi partie de notre mission, de notre devoir, de la manière dont je souhaite que Artelia soit partout dans le monde. Merci. Alors, je vais me tourner maintenant vers Thibaut Hyverna, parce que bon, aussi une entreprise d'ailleurs qui travaille à l'international. Thibaut Hyverna, qui est donc CEO du groupe Stérimed, mais qui est aussi président de la commission handicap du METI. Alors, même question, Thibaut, c'est deux portraits d'entreprise. Donc,
le management inclusif, l'accessibilité, la sensibilisation du collectif d'un côté, et puis le côté très pragmatique, porter des valeurs, bien poser une organisation en direction des personnes, s'occuper de l'accessibilité. Est-ce que, voilà, qu'est-ce que ça vous évoque d'abord chez vous? Et puis peut-être dire un mot aussi, évidemment, de ce qui se passe plus globalement au niveau des entreprises de taille intermédiaire, puisque vous représentez aussi le métier aujourd'hui. Merci beaucoup Hugues et merci à tous. D'abord, je suis tout à fait désolé de ne pas avoir pu être parmi vous. Tout le monde connaît le contexte ferroviaire du jour et donc malheureusement, je n'ai pas pu vous rejoindre. J'en suis désolé. Merci d'avoir permis d'organiser cette liaison à distance. Écoutez, peut-être deux ou trois remarques d'abord sur ce que j'ai entendu. J'ai pris quelques notes à la volée dans ce que j'ai entendu tout à l'heure des restitutions des groupes de travail de ce matin. Et c'est vrai que je me retrouve bien dans beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je crois qu'on est encore en 2023, malheureusement, dans une problématique de libération de la parole. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, mais c'est un sujet qui reste important. Donc, toute la question est de savoir comment est-ce qu'on fait ça. Et j'ai entendu des choses qui me semblent tout à fait pertinentes dans une entreprise qui serait dite idéale. Et voilà. Et par exemple, moi, je crois que porter davantage dans le dialogue social le sujet du handicap, vous savez peut-être qu'il y a une mention dans les obligations de négocier de manière triennale dans les accords qualité de vie au travail, il y a une obligation de mention du sujet du handicap, bon, qui n'est pas très qualifié aujourd'hui, mais qui existe. Et donc, peut-être travailler autour du dialogue social est un sujet qui me semble très important, de manière à ce que ce soit porté par le collectif des salariés. Il faut que ce soit porté par la direction et le dirigeant ou la dirigeante, évidemment, je suis parfaitement d'accord avec ça. Et le côté petite musique, si vous voulez, me semble très important, de manière à ce que les gens se sentent le plus en confiance possible pour dire leur situation, mais je crois qu'il y en a encore beaucoup qui ne le disent pas et que ça doit évidemment être une priorité aujourd'hui dans les entreprises. Le deuxième volet peut-être que j'ai entendu qui m'intéresse beaucoup, c'est un volet qui est plus généralement centré sur la RSE. La RSE aujourd'hui, c'est évidemment bien au-delà d'une mode, c'est une nécessité et c'est j'allais dire une impérieuse obligation pour les entreprises. On travaille beaucoup sur le E, la partie environnementale. Sterimed est une entreprise industrielle en particulier, donc chez nous c'est très présent. Les entreprises industrielles ont beaucoup travaillé depuis très longtemps sur leur impact environnemental. Elles y travaillent évidemment encore et de plus en plus. Mais dans le RSE, finalement, on ne s'occupe pas beaucoup du S de manière générale, parce que c'est plus difficile à mesurer, parce que c'est plus difficile à organiser, et probablement que c'est peut-être au moins aussi impactant que le E de l'environnement pour les jeunes collaborateurs, mais même pour les collaborateurs de manière générale. Et ce sujet du handicap, pour moi, s'il est porté dans ce contexte-là, il a peut-être une meilleure chance d'être au milieu de ce qui est important aujourd'hui dans les préoccupations de l'entreprise. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaye de faire moi, je trouve qu'il y a une dichotomie là un peu à faire. À la fois, on ne veut pas faire du handicap un sujet stigmatisant, donc un sujet dont voilà, et donc de ce point de vue-là, l'intégrer dans la politique générale de l'entreprise, ce que les participants des groupes de travail ont appelé la stratégie, ce qui me semble tout à fait pertinent. Et en même temps, il faut quand même faire un petit peu de spécificité pour arriver à progresser sur le sujet. Donc ça, c'est peut-être la deuxième remarque. Il y a un point juste sur lequel je donne, je suis complètement d'accord, ça c'est vrai, n'importe quel chef d'entreprise, je pense, à ça en tête, on ne peut améliorer que ce qu'on mesure. Et donc le fait de mesurer, de publier, en tout cas d'avoir des indicateurs qui sont soit internes, soit publics, en fonction de chaque entreprise et de là où on en est, ça me paraît tout à fait pertinent. Si ça n'existe pas, c'est pas très compliqué à mettre en œuvre. Tous les sujets dans une entreprise font l'objet d'un indicateur si on veut qu'ils avancent. Et donc ça me paraît tout à fait pertinent. Et peut-être mon dernier commentaire, ce sera sur la partie valeur, la partie humanité en réalité. Alors ça rejoint un peu la RSE, mais ça va un peu plus loin. Ça rejoint aussi des sujets comme la marque employeur qui ont été mentionnés aussi à un moment donné, ou la sensibilisation. Je crois que
dans des dimensions d'obligation, enfin pas d'obligation, mais d'objectifs de recrutement, d'objectifs de fidélisation aussi des collaborateurs. Ça fait maintenant plusieurs années que, enfin je dirais 1 ou 2 ans, que le sujet du recrutement, de la difficulté à trouver et à conserver des talents est un vrai sujet, ce qui donne en fait aux entreprises une motivation supplémentaire, et c'est le cas chez nous par exemple dans ce qu'on fait autour de la marque employeur et autour de tout ce qu'on développe pour essayer d'attirer et de conserver des talents. Nous, on a aujourd'hui pratiquement 10% de nos effectifs en France, enfin oui, une petite dizaine de pourcents de nos postes en France qui sont vacants, et donc sur lesquels on cherche activement des collaborateurs. Je crois que de manière générale, alors d'abord, par parenthèse, ça fait une opportunité particulière pour trouver des personnes en situation de handicap, puisque les emplois existent, et ils ne sont pas pourvus, et donc ça crée une opportunité supplémentaire. Et puis, dans une entreprise fondée sur des valeurs humaines, évidemment, ça a été beaucoup dit dans les différents groupes de travail, j'ai l'impression, on a cette dimension de diversité, de pluralité d'opinions, et pas seulement d'opinions, mais de statuts, d'être finalement, qui ne peut être que positive. Donc voilà un peu dans ce que j'ai entendu, ce que j'ai retenu. Évidemment, il y a sans doute beaucoup d'autres choses qui ont été dites et sur lesquelles je pourrais réagir, mais voilà un peu ce que ça m'évoque. Sur l'écoute, la simplicité des relations, la capacité à prendre en compte la singularité, vous vous y retrouvez chez vous, mais est-ce que vous pensez peut-être, alors je sais pas, qu'est-ce qui peut caractériser les entreprises de taille intermédiaire par rapport aux très grandes entreprises par exemple? Est-ce qu'on est plus enclin? Oui, c'est tout à fait. C'était intéressant, et j'écoutais mon prédécesseur, je prie de m'excuser, j'ai pas retenu votre prénom, mais je pense qu'effectivement, il y a une singularité de la taille, c'est-à-dire que qu'on soit grand, moyen ou petit, les entreprises de taille intermédiaire, c'est entre 250 et 5000 salariés. Alors déjà, entre 250 et 5000, c'est pas tout à fait pareil, mais disons que c'est pas des PME dans lesquelles les sujets sont évidemment très personnels autour d'un dirigeant, d'une dirigeante, d'une équipe, et puis les grands groupes ou les très grands groupes avec voilà, au-delà de 5000, 10 000 et bien davantage de salariés. C'est une situation qui est encore différente, et j'écoutais en particulier avec intérêt le fait que dans une entreprise comme celle, c'est Artelia, je crois, ça, comme une entreprise comme Artelia, il y a évidemment une petite équipe qui s'occupe de ces sujets et qui est dédiée à ça finalement. Dans une entreprise de taille intermédiaire, a fortiori dans une PME, mais même dans une entreprise de taille intermédiaire, c'est rarement le cas. Ce sont des sujets qui, évidemment, il y a le référent handicap qui est maintenant une obligation légale depuis 2018. Donc ça, c'est un progrès, il y a une personne qui est identifiée, mais c'est rarement quelqu'un dont c'est l'activité à plein temps d'une part. Et puis, c'est encore plus rarement quelqu'un qui a avec lui une petite équipe qui s'occupe de ces sujets. Et donc ça veut dire que ça doit être probablement porté à l'échelle plus collective, c'est-à-dire que si on veut avoir une chance que ça marche dans une entreprise intermédiaire, évidemment le dirigeant ou la dirigeante a un rôle particulier à jouer, dans toutes les entreprises bien entendu, mais c'est peut-être encore plus vrai quand la taille est plus modeste, de manière à pouvoir, j'allais dire, disséminer, capillariser ce sujet-là dans toutes les strates de l'entreprise. Le gros avantage, je trouve, qu'a la petite ou la plus petite taille dans une entreprise intermédiaire, c'est que on reste précisément sur une entreprise à taille humaine, c'est-à-dire que les gens se connaissent, pas tout à fait tous. Nous aussi, on a 3 sites au Mexique, 3 en Chine, 4 en France, etc. Je ne vais pas vous dire que les salariés se connaissent, c'est faux. Mais je dirais qu'il y a probablement une proximité qui est plus importante et qui aide, je pense, oui, c'est ça, à avoir ce petit supplément d'âme qui fait qu'on a tous l'impression d'être dans une aventure commune où finalement on comprend assez bien ce que font l'ensemble des autres. Il n'y a pas de personnes très éloignées sur lesquelles on se dit tiens, lui ou elle, je ne la connais pas, je ne la rencontrerai jamais. Et donc, quand on essaye de déployer une politique, alors c'est plus facile quand on a une équipe pour le faire, mais c'est aussi plus rapide parce que on peut décider des sujets sur lesquels on veut créer une adhésion commune finalement à l'intérieur d'un petit groupe comme le nôtre par exemple. Ça a sans doute, c'est sans doute plus facile quand on a une petite taille. On a à la fois les moyens de le faire parce qu'on n'est pas trop petit non plus, donc si on décide de déployer quelque chose, eh ben on le déploie, et c'est à une échelle qui est évidemment moindre.
Moi, j'ai un exemple que j'aime bien prendre souvent. Donc, on porte ce sujet en France, bien sûr. Donc, on a 4 sites en France, on a à peu près 600 salariés. On a un site aux États-Unis, on a 3 sites au Mexique. Mais aux États-Unis, sans doute parce que moi j'en parle, parce que tout le monde connaît mon engagement, parce que j'ai effectivement pris cette responsabilité au métier et donc voilà, et puis que tout le monde m'a déjà vu au moins une fois. Enfin voilà, donc il y a un rôle du chef d'entreprise, c'est certain. Mais un jour, la responsable administrative de notre petite usine américaine, c'est une toute petite usine, il y a quelques dizaines de salariés dans cette usine, tous les jours entre son bureau et l'usine, elle passe devant un établissement qui doit ressembler un peu à un établissement médico-social tel qu'on l'appellerait à la française, si j'ose dire, qui accueille des personnes handicapées avec des handicaps plutôt autistiques, si j'ai bien compris, et je ne suis pas encore allé voir, mais je vais aller voir l'établissement en question. Et puis, comme elle avait ce sentiment, cette responsable administrative, voilà, qui n'est pas la dirigeante du site, qui est pas, voilà, mais qui est une personne évidemment qui travaille là depuis longtemps, et ben un jour elle s'est arrêtée, elle était sur la route, elle s'est arrêtée, elle a frappé à la porte, et puis elle a discuté avec les personnes, les dirigeants de cet établissement pour comprendre un peu quel était le type de personnes qui étaient accueillies ici, qu'est-ce qu'ils faisaient, etc. Et est-ce qu'on pourrait imaginer une collaboration, quelque chose, voilà. Alors c'est très à l'américaine parce que ça se passe en contact direct, ça se passe de façon très fluide, ça se passe, etc. En France, ça serait sans doute un peu différent, encore que je vois pas pourquoi ce serait pas possible. Voilà, et est né de cet arrêt en voiture un beau matin, si je veux dire, une collaboration qui a amené à ce qu'on appellerait du job coaching sans doute en France, avec 3 salariés qui sont accueillis dans cet établissement. On a mis en place un système de bus avec évidemment des accompagnateurs, ce sont des gens qui ont besoin d'avoir un accompagnement et pour lesquels on avait nous des besoins. On n'a pas inventé des besoins pour le plaisir d'accueillir ces personnes, mais on avait un besoin, en l'occurrence qui pouvait être rempli par ces personnes, avec l'accompagnement et la structuration nécessaire. Ça a pris quelques mois, et au bout de quelques mois, on a 3 personnes qui sont arrivées de cet établissement et qui travaillent aujourd'hui dans l'usine. Et je pourrais revenir sur tout le bien que ça a fait, tout le bénéfice que ça apporte, pas seulement aux personnes, mais surtout aux autres, aux autres salariés. Et voilà, typiquement, un petit exemple de ce qui naît de manière spontanée quand la petite musique joue. En France, vous auriez inscrit ça dans votre plan d'action au titre d'une collaboration avec un ESAT, par exemple, ou avec le dispositif de l'emploi accompagné. Voilà, merci. Je vais me tourner vers Florian. Alors, Florian, on a vu un petit peu ces 2 approches alors, qui sont un peu différentes, mais encore une fois, qui se rejoignent avec dimension un peu plus stratégique, dimension plus pragmatique, si je caricature. Alors, vous êtes à la porte de l'entreprise, si je puis dire. Qu'est-ce que ça vous évoque? Ou est-ce que vous vous reconnaissez plutôt dans l'un, plutôt dans l'autre? J'ai envie de dire que du coup, l'entreprise idéale a l'air d'être américaine, enfin des retours que j'ai entendus. Non, blague mise à part. Écoutez, avec grand plaisir pour devenir un jour directeur d'une grande entreprise, si justement... apparemment, du coup, en tant que personne en situation de handicap, on peut être à tous les postes. C'est justement aussi l'opportunité. C'est des choses qu'il faut penser. Donc, je pense qu'on est entre les deux. Pour ma part, notamment, je pense que je suis un peu entre les deux. Le côté très pragmatique et le côté très stratégique, parce que forcément, qu'est-ce qui pilote au final l'opérationnel? C'est la stratégie, et sans opérationnel, il n'y a pas de stratégie. Donc, forcément, les deux sont essentiels. Et ça montre bien qu'en fait, pour avancer, il faut qu'il y ait tout le monde autour de la table. Et qu'on ne peut pas faire avancer une entreprise sur quelques sujets sans avoir en fait les gens qui se sentent concernés par ça. Bon, actuellement sur le handicap, majoritairement, on est quand même encore sur un entre-soi, des gens qui parlent parce qu'ils y sont confrontés au quotidien. Bon, soit. Mais ça évolue quand même. Et c'est là où il faut justement qu'on soit positif. Et je pense que c'est important de rappeler certains chiffres. Donc moi, en tant que président du Bureau national des élèves ingénieurs, je représente environ 185 000 élèves en France. Pour faire simple, actuellement, c'est 2% en situation de handicap, ça augmente. Si on s'étire du nombre juste d'élèves ingénieurs, sur 3 millions d'étudiants en France, donc dans l'enseignement supérieur, 50 000 sont en situation de handicap. Donc c'est des personnes qui vont arriver et qui vont demander des responsabilités dans les entreprises. Concrètement, ces personnes-là, justement, elles vont arriver et elles vont demander à occuper des postes de direction et autres. Donc, au-delà de parler d'un cadre où on va former les collaborateurs à manager et autres, il va falloir ouvrir aussi les entreprises et les directions d'entreprises à accueillir des personnes en situation de handicap. Et naturellement, forcément, on l'a bien identifié, quand il y en aura plus,
ça insufflera aussi des rythmes assez certains dans ces directions-là d'entreprise. Alors, au niveau justement des étudiants, vous êtes président du bureau des écoles du Bureau national des écoles d'ingénieurs. Les ingénieurs, qui sont en situation de handicap ou pas d'ailleurs, et peut-être même ceux qui ne sont pas en situation de handicap, est-ce qu'ils sont de plus en plus sensibles à ce sujet? Est-ce qu'ils sont attentifs quand ils regardent le champ des possibles en matière d'emploi? On a parlé de marque employeur. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, on est plus sensible lorsqu'on regarde plus ces questions-là? Est-ce que vous le ressentez chez vos collègues étudiants? En fait, ça me fait penser à la question, c'est vraiment l'entreprise idéale. Je ne vais pas me faire des amis dans la direction des écoles d'ingénieurs en disant ce que je vais dire, mais pour une entreprise, l'idéal, ça serait que les gens arrivent formés. En fait, tout simplement, c'est que ça soit des gens qui sachent de quoi on parle quand on parle d'handicap. Actuellement, ce n'est pas le cas. On le sait. Et justement, pourquoi? Parce que quand, par exemple, on forme un ingénieur, justement, dans son cursus, il y a déjà beaucoup de choses à apprendre. Et donc, en plus de ça, quand on parle d'ajouter des compétences psychosociales, ce n'est pas forcément simple. Et donc, on se rend compte que, justement, souvent, la réalité fait qu'après 5 ans d'école, quand on arrive dans le monde professionnel, non, on n'est pas réellement au fait de ces sujets-là. C'est ce que j'ai pu exprimer tout à l'heure. Si on n'a pas rencontré des gens où on n'a pas été confronté à ça, on ne sait pas de quoi on parle. Et encore, on sait qu'on parle, mais sur un sujet. Et c'est ce qui a été exprimé. Et en tant que personne en situation de handicap, je ne sais pas m'exprimer sur tous les sujets de handicap, bien évidemment. Gérer une personne qui développe soudainement des troubles dissociatifs de l'identité, c'est pas simple. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et en fait, c'est là où justement il y a encore un gros travail. Et nous, on le voit, quand on s'engage au quotidien. Accessoirement, je suis aussi au conseil d'administration de 100% Dynamique, qui est un mouvement de jeunes par les jeunes en situation de handicap. Concrètement, non, on en est encore loin, c'est un milieu entre soi et il faut vraiment qu'on insuffle vers là. Et j'ai envie de tendre la main justement aux entreprises, de venir montrer les bonnes pratiques, montrer justement ce qui est fait en fait et comment ça fonctionne au quotidien. Parce que plus on en parlera tôt dans nos formations, plus on aura des personnes qui sauront le faire et qui pourront accueillir. Ça veut dire que dans votre cursus, vous avez évidemment des relations avec les entreprises. Quand les entreprises viennent dans les écoles, c'est pas pour parler de handicap. Pour parler de handicap, tout simplement mon cas. Moi, quand j'étais élu au conseil d'administration, j'ai utilisé en fait tous mes casquettes, président du bureau des élèves, élu, pour mettre en place un webinaire sur le handicap de base. Au final, on a appelé ça le management de la diversité, parce qu'on avait peur que personne ne vienne. Au final, on a eu 200 personnes. On a eu 200 personnes. Et il y a eu 2 DRH de grandes entreprises et le président de la Chambre d'agriculture Rhône-Alpes. À partir de là, l'échange a été formidable. On a parlé des diversités, on a beaucoup parlé handicap, et des gens sont venus nous voir en nous disant « Waouh, en fait, si on sait, on sera toujours un peu mieux préparé, ne serait-ce que de l'avoir entendu en fait. » Alors, on a vu quelques dessins circuler, passer pendant nos interventions, nos intervenants. Est-ce qu'on peut... Alors voilà, peut-être... donc c'est en direct. Hein. Bienvenue à Michel qui revient de 6 mois de dépression. Michel, une petite anecdote de feel good sur cette expérience. Bravo, donc c'est Tommy qui dessine. Voilà, on va arriver au terme de cette conférence. Alors je ne sais pas si on aura réussi à brosser totalement le portrait de l'entreprise idéale inclusive, mais je pense qu'on a dit beaucoup de choses. Alors peut-être un petit mot de conclusion. Je vais redonner la parole à nos animatrices des groupes de travail. Peut-être une réaction par rapport à ce que vous avez entendu de ces 3 interventions. Et puis après, un petit mot de conclusion pour chacun. Alors, plus qu'une réaction, c'est une question que j'aurais aimé poser à nos 2 chefs d'entreprise. Qu'est-ce qui ferait que demain, vous pourrez être une entreprise idéale? Qu'est-ce qui vous manque aujourd'hui, sur lequel vous pouvez actionner demain? Chacun sur, évidemment, la stratégie et la politique handicap. Je vais commencer par répondre. Je pense qu'il y a complété l'affichage. Aujourd'hui, on a dans notre politique RSE, il y a
expressément mentionné notre engagement pour l'inclusion. Vous parliez tout à l'heure des indicateurs, donc notre rapport de performance extra-financière, on mesure, parce qu'il y a un moment, on parle beaucoup de greenwashing, mais il y a toujours le risque aussi du social washing. Donc il faut faire attention de ne pas rentrer dans cette mauvaise dynamique-là. Donc il y a cet aspect d'affichage, de mesure qui est très important. Je pense qu'il y a aussi, et vous le mentionniez tout à l'heure, l'aspect, il y a l'exemplarité des dirigeants, mais il y a aussi comment on emmène tout le corps social de l'entreprise, que ce soit les partenaires sociaux, mais aussi tout le management et tous les salariés de l'entreprise. Et quand j'ai écouté tout à l'heure Alice, Anaëlle et Florian, je me disais, c'est vraiment super parce qu'on a des personnes qui sont fières et ambitieuses. Et quelque part, finalement, moi c'est ce que j'espère dans mon entreprise, c'est que tout le monde soit fier et ambitieux. Donc en ça, ils sont encore plus normaux que tout le monde. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas en situation de handicap, mais qu'on a du mal à rendre fières et ambitieuses, mais ça c'est un autre sujet. Donc voilà, donc j'aimerais que qu'on arrive à faire en sorte que dans l'entreprise, tout le monde se sente fier, ambitieux, et que parce que derrière la question du handicap, il y a la question de la diversité en général, et la conviction qu'on doit tous savoir que cette diversité, par certains côtés, elle est difficile, parce que c'est toujours, la réalité, c'est que c'est toujours plus facile de travailler avec quelqu'un qui vous ressemble, qui a fait, qui a un peu les mêmes origines que vous, qui a fait les mêmes études, entre ingénieurs, on se comprend bien, et puis, mais qu'à la fin, ce qui donne les meilleurs résultats, c'est quand il y a cette vraie diversité. Alors c'est vrai que c'est un peu un lieu commun de le dire, mais quand on l'a expérimenté, quand on fait l'effort, qu'on travaille dans le temps long, et chez Artelia, je peux dire qu'on travaille dans le temps long, notamment parce que nous sommes nos propres actionnaires, donc personne ne nous dit ce que l'on doit faire et à quelle vitesse on doit le faire, donc on agit dans le temps long, et bien on voit les résultats et le fait que toute cette diversité, elle est source de performance. Alors voilà, ça se travaille, c'est jamais gagné, c'est jamais acquis, mais je pense que voilà, l'entreprise idéale, en tout cas dans cette dimension dont je rêve, c'est que finalement tout le monde se sente aussi normal que son voisin, aussi contributeur à la performance, qu'il est normal qu'on attende de tous d'être des contributeurs à la performance, et c'est dans les deux sens. Et puis voilà, on sera une entreprise encore plus idéale qu'aujourd'hui, parce qu'on est quand même un peu idéal, parce que j'ai vu des choses qui étaient écrites, vous étiez pas mal quand même. Vous n'êtes pas là totalement par hasard non plus. Bon. Thibaut Hyverna, un petit mot de conclusion. La dernière marche à franchir, c'est quoi pour vous? Oh là là, nous, on n'en a pas qu'une, on en a plein. Non, je crois que... alors nous, on a une histoire qui est récente, parce que Sterimed existe depuis seulement 7 ans, et on a été relativement rapide, on grandit très vite, et notamment par acquisition. Donc nous, on a cet enjeu aussi d'intégrer un certain nombre de nouvelles entités, de nouveaux collaborateurs. On recrute beaucoup, on a du mal. Et donc voilà, donc on est dans une dimension, nous, pour répondre très spécifiquement sur Sterimed, dans laquelle on est dans une dynamique de construction. Alors toutes les entreprises le sont, mais voilà, la nôtre est plus récente que d'autres, et donc Dieu sait si on travaille aussi dans le temps long et qu'on essaye de le faire avec beaucoup de vision de long terme. Je pense que très clairement, dans ce qui a été mentionné et dans ce que j'ai repris d'ailleurs dans mon petit commentaire tout à l'heure, il y a plein de choses sur lesquelles nous, chez Sterimed, on n'est pas au point. On n'est pas au point. On n'a pas de politique handicap formalisée. Alors, on a un petit truc, mais enfin bon, c'est bricolé. On a un certain nombre d'indicateurs qui existent mais qui sont mal communiqués. On a des mesures voilà, pareil, qui sont pas forcément très bien faites, qui sont pas cohérentes à l'échelle du groupe. Il y a des situations extrêmement diverses selon les pays. On arrivera de toute façon. C'est pas un objectif en soi d'ailleurs d'avoir forcément quelque chose qui soit uniforme, mais au moins une dynamique qui soit portée à l'échelle du groupe pour reprendre un peu l'ensemble de ce qui a été dit. Dans les choses qu'on fait bien, je crois, il y a des choses qui sont de l'ordre de cette capacité à embarquer justement l'ensemble des gens dans une aventure commune.
cette aventure qui est très dynamique et qui est pour l'instant un succès et qui l'est aussi et peut-être surtout parce qu'on a fait le pari que justement, c'est très vieux et très bateau de dire ça, mais il n'est de richesse que d'hommes, et donc même si on est une entreprise industrielle, il y a plein de machines, il y a plein d'ingénieurs, moi je ne le suis pas d'ailleurs, et donc on a besoin de beaucoup de talent et voilà, et aujourd'hui on n'est pas encore structuré comme il faut, donc j'ai pris plein de notes des 2 ateliers, je les ai devant les yeux et ça va enrichir la feuille de route de ce périmètre, j'en suis sûr. Voilà, et on vous passera les supports évidemment. Très volontiers. Florian, un petit mot de conclusion. Moi, j'ai envie de poser en fait une question à toutes ces entreprises pour qu'elles deviennent idéales. On est de plus en plus, du coup, comme je l'ai dit, à avoir des diplômes du supérieur. Certains ont du coup des diplômes d'ingénieurs, d'écoles de commerce, universitaires et autres. Pour ma part, j'ai la chance d'en avoir 2 bientôt, ingénieur et manager. Très bien, mais je crois qu'il y a encore un frein des fois. Parce que quand je demande en fait à des grandes entreprises, est-ce que je dois l'annoncer, par exemple, quand je candidate à un gradué de programme ou quoi? Est-ce que je dois le dire? Ça, c'était l'objet de la conférence d'hier. Et là, par contre, on arrive à un stade où ils ne savent toujours pas trop me répondre. Donc peut-être qu'il y a encore du travail sur ça dans des entreprises pour qu'elles deviennent idéales. Il y a encore du travail. Je peux dire un petit mot là-dessus, Hugues? Oui, bien sûr. En conclusion, vraiment très court, Thibaut. Oui, très court. Juste en 2 secondes, je pense, parce que je voulais le mentionner tout à l'heure et je l'ai oublié, je pense que ça, c'est quelque chose alors, sur lequel non seulement nous, on peut progresser chez Sterimel, les entreprises intermédiaires et les entreprises en général, mais l'habitude, en fait, de former ces recruteurs. C'est-à-dire que ce soit quand on utilise des cabinets extérieurs, que ce soit les RH, que ce soit les managers qui recrutent aussi et qui font passer ces entretiens, leur apprendre à poser des questions qui ne sont pas des questions qui sont de l'ordre de la discrimination, bien sûr, mais qui sont de l'ordre de questions ouvertes du type, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose que je devrais savoir qui permettrait d'adapter, etc., etc. Et ça, je pense que c'est pas encore fait, c'est pas encore bien fait. Ça devrait être enseigné dans les études de RH de manière générale. Voilà, à travers le recrutement, à travers les entretiens aussi dans le courant de l'année, voilà, poser des questions ouvertes qui permettent à cette parole de s'exprimer et finalement de dire de quoi on a besoin, quelle doit être l'adaptation qui fera que ça se passera bien. Je pense que c'est dans l'intérêt de tout le monde. C'est dans l'intérêt bien sûr de la personne qui va être recrutée ou qui est en poste, et c'est aussi dans l'intérêt de l'entreprise. Parce que s'il y a un non-dit, je réagissais à ce que disait Florian, s'il y a un non-dit, c'est à peu près certain que ça va dans le mur, à mon avis. Très bien, merci. On arrive au terme de cette conférence. Je voulais vous remercier, mesdames et messieurs, d'avoir contribué à cette réflexion pour fabriquer, en tout cas, une entreprise qui tend vers l'idéal. Et puis, bien sûr, vous savez compter sur la GFIP, évidemment, pour vous accompagner. Merci à tous et toutes. C'est la fin de cette conférence. À très bientôt.